Vous dansez, mademoiselle? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français. Sacré français. Je ne suis pas seule pour soigner. New album from French duo Cassius out now on Astroworks. Salut, ici on est à New York. La musique française c'est super en ce moment. Vous avez de très bons DJ, Laurent Garnier est incroyable. Cassius fait de très bons disques, R c'est très tranquille, très relax. Continuez de nous envoyer cette bonne musique, on va bien s'amuser ce soir. Laurent Garnier, Stardust, Cassius ou Monsieur Oiseau, des noms qui ne vous disent peut-être rien. Et pourtant, de New York à Tokyo, de Milan à Londres, ils font danser le monde et sont à la une des magazines. Le rock français n'a jamais réussi à sortir de ses frontières, mais aujourd'hui les disques jockeys, ou DJ comme on dit maintenant, et les producteurs de techno s'exportent. Le fer de lance de cette invasion française, c'est Daft Punk, un duo qui a vendu plus d'1,5 million d'albums sans jamais avoir montré son visage. Il se passe quelque chose là-bas. On dirait qu'ils se sont trouvés. Pendant des années, les Français avaient presque honte de leur musique. Désormais, ils ont confiance en eux. Il n'y a pas que les compilations Respect qui marchent aux États-Unis. Démonstration dans un magasin de disques new-yorkais. Bonjour, vous êtes à New York chez Vinyl Mania. On a plein de disques français ici. La France est en train d'exploser dans le monde. Là, vous avez un Alex Goffer. Je sais qu'il est très célèbre chez vous. Bien sûr, Cassius. Tout le monde connaît Cassius. On le trouve même en édition américaine maintenant. Stardust, ça a été incroyable. On a vendu des centaines et des centaines. Monsieur Oiseau, un autre Alex Goffer. La pochette est superbe. Les Français font de très belles pochettes, c'est pour ça qu'ils vendent beaucoup de disques, en plus de faire de la bonne musique. Comment pourrais-je oublier Bob Sinclair? Je devrais avoir un Daft Punk à vous montrer. J'ai tout vendu. En fait, on est toujours à court de Daft Punk. Le phénomène déborde largement des boutiques spécialisées. À Londres, dans un grand magasin de disques, Cassius, Daft Punk ou Stardust figurent en bonne place. En Angleterre aussi, le son français est à la mode, à tel point que les journalistes ont inventé l'expression French Touch pour désigner cette fameuse petite touche française que nous sommes censés donner à la house ou à la techno. Retour à Paris pour comprendre ce phénomène. Le mercredi au Queen, l'une des plus célèbres boîtes parisiennes, c'est le jour de Respect. Ce soir-là, le DJ derrière les platines est anglais, mais il a pris un pseudonyme français, Jacques Luconte, pour lancer sa carrière. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Pour faire chic, Jean-Philippe Smet se faisait appeler Johnny Hallyday. Aujourd'hui, les musiciens français ont la cote. Mais il y a 3 ans, lorsque 2 journalistes et un organisateur de rave d'à peine 25 ans ont lancé la soirée, c'était loin d'être le cas. Il y a 5 ans, c'était le tiers-monde ici. Donc s'ils veulent revenir à la situation du tiers-monde, je parle. Non, c'est le ouais. On s'est dit, bah tiens, tous ces gens-là, on les connaît. Tous ces gens-là, ils sont en train d'être reconnus à l'étranger. Et tous ces gens-là, alors de Daft Punk à Dimitri, en passant par Cam, par DJ Deep, par Gilbert, etc. Tous ces gens-là, ils n'ont pas leur place dans les clubs parisiens à l'époque. C'était complètement absurde. On s'est dit, bah tiens, le mercredi, on va faire jouer tous ces gens-là. On a participé à toute cette vague qui, tout d'un coup, est passée du truc branché chez nos voisins anglais, allemands, voire aux États-Unis ou au Japon bien sûr. On est passé à un truc qui a commencé à prendre en France aussi, là où on s'y attendait pas du tout. Et du coup, on s'est retrouvés dans la vague, on l'a soutenu et après tout le truc a pris. Mais pourquoi donc est-ce que ça a pris ?
On comprend que le rock chanté en français ait du mal à s'exporter. La techno, musique sans parole, ne se heurte pas à la barrière de la langue. Mais au-delà de cette simple constatation, n'y a-t-il pas d'autre explication au succès de la French Touch ? On a surtout affaire à une musique dont les bases sont essentiellement françaises. La disco, c'est-à-dire les plus gros producteurs de disco, c'est quand même les gens qui ont fait Village People, c'est un français. Les gens qui ont fait Ottawa, c'est aussi pour tout ce qu'on va qualifier de trip-hop, de musique plus mélancolique, plus lente, Melody Nelson de Gainsbourg, sans parler de quelqu'un comme Pierre Henry, que tout le monde cite aussi comme référence absolue aujourd'hui, de par l'utilisation de certains synthétiseurs, de par l'utilisation des rythmes. Et je crois que c'est surtout pour ça que la musique électronique française s'exporte, parce que ses bases sont autant en France qu'elles peuvent l'être aux États-Unis ou qu'elles peuvent être en Angleterre. Et c'est la première fois qu'il y a ce phénomène-là, en fait. Avant le Queen, il y avait le Boy ou le Palace. Aujourd'hui en réflexion, le club de la rue du Faubourg Montmartre fut l'un des premiers endroits à accueillir cette musique. Moi, la première fois où j'ai entendu ça, c'était... écoute, j'habitais en Angleterre, donc ça, c'était en 87. Et je sortais dans un club qui s'appelait Hacienda, qui est quand même un club assez mythique. Et puis, le DJ, enfin, les DJ à l'époque jouaient beaucoup de hip-hop, beaucoup de funk, beaucoup de choses comme ça. C'était ce qui était un peu à la mode à l'époque. Et ce soir-là, il a joué ce tout premier disque. Je crois que ça a été vraiment le premier disque qui a été produit à Chicago de House, qui s'appelait Love Can't Turn Around, qui était par Farley Jack Masterfunk. Et c'est vrai que c'était un disque qui m'a retourné. Ça a été vraiment une claque dans la gueule. À partir du moment où ce truc n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais entendu auparavant. Et je crois que c'était vraiment le truc que je cherchais depuis toujours. J'ai toujours aimé la musique, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément excité. Mais alors ce jour-là, j'ai vu la lumière. Donc je suis directo, j'ai été voir le DJ en tapant sur la porte comme un fou, en disant mais qu'est-ce que c'est ? Et c'était la découverte de la house music, quoi. Je suis revenu en 88 en France, parce que j'étais obligé de revenir pour l'armée. Et c'est vrai que la première soirée que j'ai fait en France, c'était au Palace. C'était ici et le mouvement n'existait pas du tout. Donc je crois que la façon s'est passée comme ça. Enfin, ça s'est fait comme ça en France. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, à Chicago, dans les clubs gays, c'est ce qui s'est passé ici à Paris. C'est-à-dire que la scène gay est souvent une scène qui est excitée par les nouvelles choses plus que les autres. Ça a été le début, ça a commencé ici. C'était les Anglais qui venaient, qui ramenaient des DJ anglais pour un peu montrer en France ce qui se passait en Angleterre et ce qui était branché entre guillemets. Après ça, il y a eu des organisateurs de rêve qui sont arrivés en 91-92. Il y a eu des fêtes aux alentours de Paris. Très vite, il y a eu des fêtes qui sont parties dans le sud de la France. Il y a commencé à avoir des choses à Lyon. Les 2-3 premiers tubes, vraiment entre guillemets, c'était Wake Up. C'est le titre que j'ai fait qui s'appelait Wake Up, qui a fait un carton en Allemagne. Et puis après, ça a bien cartonné en Angleterre. On a fait aussi Acid Eiffel qu'on a signé à Détroit. Et à partir de cette époque-là, c'est-à-dire que quand ces deux titres ont cartonné, les Français ont fait « Tiens, la musique française marche à l'étranger, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça a été, je crois, une espèce de porte qui s'est ouverte. Ça a été Sésame, ouvre-toi. Et là, les choses ont vachement changé dans la mentalité des gens. À partir de là, il y a commencé à avoir de plus en plus de producteurs, de gens qui produisent de musique, de plus en plus de petits labels. Les gens ont commencé à se dire, tiens, ça serait bien qu'on ouvre des boutiques de disques. Donc, il y a eu des BPM qui étaient là au début, mais il y a commencé à avoir d'autres boutiques de disques sur Paris, des boutiques qui sont ouvertes en province. Et les choses ont commencé à pas mal bouger. C'est vrai que la scène était déjà bien installée dans les clubs. Et puis, je crois que la vraie explosion de la musique française, ça a été tout ce que les gens appellent la French Touch. Ce que Laurent Garnier ne rappelle pas, c'est que la techno a longtemps eu mauvaise réputation. Les raves notamment ont souvent été interdites à cause de l'amalgame entre cette musique et la drogue. Il aura fallu des tubes aussi énormes que Music Sounds Better With You et l'organisation d'une technoparade populaire et familiale qui a réuni plus de 120 000 personnes à Paris pour que l'image de cette musique évolue. Depuis, elle s'est infiltrée partout, dans les publicités bien sûr, mais aussi à la perplexité de certains lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football.
on sent que la musique devient un peu plus agressive pour accompagner ces mouvements. Oui. C'est une sorte de musique industrielle, une autre tendance de la dance music. 15 millions de chiffres d'affaires prévisionnels cette année et plus d'une centaine de disques à son catalogue, F Communication explore tout le spectre des musiques électroniques. Le véritable succès populaire est venu avec ce morceau, la musique d'une pub pour un fabricant de jeans. Les indépendants ont occupé une place de choix dans la musique électronique, mais au niveau mondial, tout simplement parce que quand même pendant des années, la plupart de l'industrie du disque et des médias a complètement nié cette musique, c'est-à-dire qu'ils considéraient que ce n'était pas de la musique et qu'il n'y avait aucun avenir dans ce courant musical. Mais c'est vrai qu'une des raisons aussi pour laquelle les labels indépendants continue à mener quand même à faire un très beau parcours dans la culture électronique, c'est que c'est un univers musical qui change quand même très très vite, où il y a sans arrêt des nouvelles tendances, des nouvelles modes, des choses qui bougent très vite. Et c'est vrai qu'une major, c'est quand même un énorme cuirassé, c'est un porte-avions qui a une puissance de feu phénoménale, mais qui n'est pas la chose la plus simple et la plus rapide pour bouger. C'est vrai qu'un label indépendant, c'est plus proche de la planche de surf, ça tire pas très loin, mais en tous les cas ça bouge très très vite. Entre Homework, le premier album de Daft Punk, et Moon Safari, le premier album de Air, il y a une année de différence, d'accord, mais il y a surtout une grosse différence de BPM. Pourtant, ces deux groupes ont été mis pêle-mêle avec beaucoup d'autres de leur génération dans un énorme pot commun que l'on a appelé la French Touch. Mais les groupes en question se réclament-ils réellement de la French Touch ? J'ai posé la question à Jean-Benoît Dinkel de Air. Alors, Jean-Benoît, Air, French Touch ou pas French Touch ? C'est-à-dire qu'on est rentré dans cette fenêtre, dans cette période. Et cette période, finalement, c'est pas longtemps. Enfin, c'est au niveau de la création, c'est un an, quoi. Ça s'est joué à un an près. Mais je pense que la French Touch, telle qu'on l'entend et telle qu'elle est considérée dans les médias, c'est plutôt un mouvement de club, tu vois, un mouvement de musique de club. Alors qu'en fait, elle était diverse parce que je pense que la première French Touch, je pense qu'elle remonte à Sarah Bernhardt, tu vois. Oui. Parce que Sarah Bernhardt, elle est partie aux États-Unis jouer ses spectacles au début du siècle et elle a vraiment, ça a marché. Et donc, c'était la première à exporter une espèce de culture française à l'étranger. Et puis après, dans l'histoire. T'as plein d'exemples aussi bon, il y a le cinéma évidemment, mais la French Touch telle qu'on connaît en fait au début des années 2000, c'est aussi un mouvement graphiste. C'est-à-dire qu'il y avait des pochettes de disques, il y avait les vidéos qui s'accompagnaient de ça et qui ont vachement joué. Et donc du coup, tous ces graphistes, il y avait H5, il y avait pas mal de boîtes qui faisaient ça. Ils étaient à la fois liés avec le mouvement musical, mais aussi à la mode. Donc c'est pour ça que c'était une vraie révolution d'image, quoi, quelque part. Et nous, on est juste un groupe de ce groupe d'artistes qui ont fait la musique de ça. Un groupe d'artistes qui fait la musique de ça. Ça a d'ailleurs beaucoup plu à l'Angleterre, qui a décidé de trouver un terme pour cette nouvelle scène, la French Touch. Alex Goffer nous en dit un petit peu plus. Au départ, ça signifie, c'est un mot anglo-saxon, c'est une expression anglo-saxonne, donc c'est vraiment l'image et le regard qu'a porté sur nous la presse et le milieu de la musique anglo-saxon. Et c'était plutôt flatteur parce que ça veut dire qu'ils prêtaient attention à ce qui se passait ici, ce qui a rarement été le cas venant de l'Angleterre ou des États-Unis. Et du coup, même si on se trouvait un petit peu enfermé dans ce terme, parce que du coup, ça nous mettait tous dans la même case, alors qu'on avait l'impression que ce qui faisait la richesse de cette scène, c'était qu'elle soit justement assez variée, qu'il y avait des artistes avec des envies et des univers assez différents. Donc on était tous un peu à l'étroit dans cette appellation, mais en même temps, le fait qu'elle vienne des pays anglo-saxons, en tout cas qu'elle soit reprise, après c'est sujet à caution qui a été le premier à lancer ces termes-là, mais c'était plutôt flatteur et c'était plutôt même motivant, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait un coup de projecteur et qu'il fallait du coup il fallait en profiter parce que ça pouvait ne pas durer. Donc voilà, à un moment donné, l'Angleterre s'est réveillée et a regardé du côté de la France parce que des choses intéressantes étaient en train de s'y passer. Mais dites-moi, messieurs, pourquoi
à ce moment-là en France, et pas 10 ans avant ou 10 ans après. Oui, et pourquoi à ce moment-là? C'est parce que aussi, je pense que c'est l'Angleterre qui donnait le ton à l'époque, pas les États-Unis, mais l'Angleterre. C'est-à-dire que les groupes puissants qui généraient des bénéfices et qui étaient remarqués en Europe, c'était des groupes anglais, principalement. Et en fait, le mouvement avant, c'était la Britpop, Oasis, Blur et compagnie. Donc, qui avait vraiment un aura international. Et puis, à un moment, ça s'est essoufflé. Et qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait comme truc? Ben, rien, sauf les Français, en fait, qui faisaient une nouvelle musique qu'on n'avait jamais entendue auparavant. Et donc, du coup, l'Angleterre s'est captée là-dessus. Et a joué la carte, Daft Punk, Air et compagnie. Et ça s'est passé parce qu'il y avait un vide artistique momentané à ce moment-là. La French Touch était tout simplement irrésistible et tout d'un coup, tout le monde s'y est mis. Ça a tellement bien pris que ça a même trop gonflé, au point de devenir carrément indigeste. Parce qu'à l'époque, le problème, c'est que French Touch, en tout cas le problème, dans les débuts 2000, ça a été associé à une disco filtrée extrêmement... qui était devenue presque une recette, et qu'on refusait d'être enfermé dans cette recette. Et du coup, le terme devenait péjoratif parce qu'associé à un style très très précis de musique. Et ce qui était idiot, en fait, parce que le terme French Touch, comme tu le disais, il réunit plein de choses, et dans un bac de French Touch, on peut retrouver plein de choses différentes. Mais à l'époque, je me souviens, Air voulait surtout pas qu'on dise que c'était de la French Touch, et pourtant, Air, c'était au début, leur nom, c'était Air French Band. Donc on est quand même assez proche. Donc voilà, c'était inévitable, et... il fallait pas le... Enfin, on a eu ras la casquette avant, parce qu'on nous en parlait vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plutôt en effet d'avoir fait partie de ce truc-là. Et il faut bien donner un nom à quelque chose. Et c'est le meilleur. Je pense que c'est un bon nom. Voilà, tu vois, on n'a même pas de nom. Donc il y a quand même ce titre, donc Stardust, Music Sounds Better With You. Donc bon, beaucoup de DJ parleront de ce disque parce que je me souviens très très bien, 1998, au moment où on a reçu les promos de ce disque-là. Ils étaient à 3 dans le studio et tiens, on va faire un truc, on va faire une chanson. À ce moment-là, c'est culotté parce qu'il y a beaucoup d'instrumentaux qui sont joués. Et le morceau a cartonné, donc ils ont vendu énormément de vinyles, c'est passé par les DJ, et ensuite ça a fait l'overground, c'est passé dans les radios un petit peu partout, et c'est devenu un anthem. Donc Stardust, Music Sounds Better With You, French Touch, à mon avis, le titre classique qui restera. Baby.